Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Yémen poursuit sa visite à Djibouti. Et enfin, en Grèce, le gouvernement présente son plan pour la préservation des forêts contre les incendies. C'était les titres. Merci à si vous le rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu hier dans son bureau une importante délégation des Nations Unies conduite par le coordinateur résident du système des Nations Unies et le coordinateur humanitaire au bureau des Nations Unies au Yémen, M. David Grizzly, accompagné des représentants du système des Nations Unies à Djibouti, à savoir M. José Barona, la représentante du PNUD, Mme Emma Ngoua. La rencontre a vu la participation de M. Dina Abdelhamad, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et M. Adam Elmi, conseiller technique. Les discussions de la réunion portent sur l'opération de transbordement du pétrole des cargaisons de plateforme Safar qui a menacé de se disloquer au large des côtes yéménites qui contenaient plus de 1,1 million de barils de pétrole. David Grizzly, coordinateur résident du système des Nations Unies au Yémen, a remercié la République de Djibouti pour le soutien de cette opération essentielle dans la facilitation de la logistique et le transfert des équipements de lutte contre le déversement hydrocarbures à l'intérieur de nos ports et zones franches, ainsi que le stockage temporaire et les expéditions des conteneurs vers leur destination finale à Hodeida, à Mokha, au Yémen. Le ministre de l'Environnement a pour sa part souligné que notre pays soutient toujours des efforts de la communauté internationale pour lutter contre le déversement d'hydrocarbures et ajoute que cette initiative a arrêté la pollution sur l'environnement marin, les récifs et le mangrove, les pays de la mer Rouge comme la République de Djibouti. En poursuivant toujours sa tournée, cette fois-ci c'est le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, qui a reçu hier au siège central de Djibouti Free Trade Zone une délégation onusienne conduite par M. William David Grizzly, coordinateur résident des Nations Unies et coordinateur humanitaire au Yémen. Cette visite, comme je vous le disais, fait suite au succès de l'opération de transbordement du pétrole des cargaisons de la plateforme Safar qui menaçait de se disloquer au large des côtes yéménites. L'opération, qui s'est achevée le 11 août dernier, a mobilisé un important moyen humanitaire et matériel auquel la République de Djibouti, ici à travers l'autorité portuaire, a joué un rôle prépondérant en travaillant de concert avec les instances onusiennes chargées pour mener à bien cette opération de sauvetage. Ainsi, la délégation composée de plusieurs membres, dont M. William David Grizzly, coordinateur résident des Nations Unies et coordinateur humanitaire pour le Yémen, M. José Barona, résident des Nations Unies à Djibouti, Mme Emma Ngoua, résident du PNUD, et d'autres membres de la mission ont été chaleureusement accueillis par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi. Côté djiboutien, on note a pris part à la rencontre le commandant des ports de Djibouti, Mohamed Moussa Abr. Au terme de cette réunion, M. Grizzly et ses collègues ont exprimé leur profonde gratitude pour la contribution de Djibouti à la prévention d'une crise environnementale sans précédent. Aussi de faire fin avec la menace qui existait dans le port de Hodeida. Je suis venu ici surtout pour remercier le président et son équipe pour l'appui que nous avons reçu pendant ces derniers mois pour cette opération. C'était clé, je veux dire, pour notre réussite et franchement, sans eux, ce serait très difficile d'avoir cet succès. Donc, merci bien à tout le monde ici, surtout au président pour leur appui. Eh bien, lors d'un point de presse au terme de la rencontre avec les émissaires onusiens, le président Hadi a expliqué qu'un tel événement, s'il n'avait pas été désamorcé à temps, aurait pu constituer une bombe à retardement environnemental et écologique aux conséquences désastreuses. Cette rencontre, c'est à propos du navire Safar au large de Ras Issa, au nord de Hodeida, qui avait à bord 1,1 million de barils de pétrole brut à bord. Donc, ces navires risquaient de couler ou d'exploser. Donc, les Nations Unies, les PNUD, ils ont fait tout l'effort nécessaire sur le plan politique, diplomatique,
et techniques pour qu'il n'y ait pas une pollution marine très importante dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Direction Rwanda, plus précisément à Kigali, où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Al-Guedi, a participé hier à la 5e réunion régionale de l'Alliance solaire internationale pour la région d'Afrique, qui a ouvert ses travaux dans la capitale de la République rwandaise, à la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, Mahdi Waberi, Hassan du directeur de l'énergie Goulet Mohamed. Le ministre Yonis Ali-Guedi représente en effet la République du Djibouti à cette réunion du groupe Afrique de l'ISA qui s'est tenue du 30 au 1er septembre. Organisée chaque année avant l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ISA prévue cette année à New Delhi, dans la capitale indienne, le 30 octobre du 1er novembre. Cet assise rendez-vous important des acteurs clés du secteur de l'énergie solaire africain a réuni des centaines de participants venus de tout le continent africain, plus précisément des ministres de l'énergie de plus de 38 pays africains membres de l'ISA. Plus d'une douzaine de points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 5e édition de la réunion régionale de l'ISA pour la région d'Afrique. Les échanges entre les différentes délégations africaines ont plus porté sur la meilleure façon de mener la réflexion sur les problématiques, les difficultés et les contraintes rencontrées sur la position des solutions concrètes, durables et pérennes aux problématiques évoquées. Lors de son intervention, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Ali-Guedi, a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de dynamiser les activités de l'Alliance solaire internationale en vue de concrétiser de nombreux projets énergétiques solaires au profit des pays africains en général et de notre pays en particulier. Autre actualité et retour à Djibouti où la représentante de l'USAID, Mme Nancy, a remis hier des matériels bureautiques et informatiques au conseil régional de Dikil. De l'arrivée à Dikil, la délégation a été chaleureusement reçue par le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, à la préfecture. Cette visite a été l'occasion d'un échange courtois, d'une représentation de l'engagement de l'USAID dans notre région. Par la suite, la délégation s'est rendue au conseil régional, lieu tant attendu de la cérémonie de remise. Là-bas, une foule enthousiaste composée de représentants d'associations locales, d'élus locaux et de la population les accueille tous les applaudissements folkloriques à leur tête. Nous avons eu l'honneur de compter sur la présence du président du conseil régional d'Ikil, par intérim, Ibrahim Gourou Abdallah, du conseil régional Abdel Hassan, ainsi que le chef département de la police de Dikil, Suleiman Farah Awale. La cérémonie de remise officielle des matériels bureautiques et informatiques a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional en présence des autorités locales, de la compagnie Kaizen, l'agence d'exécution du projet. Ces dons généreux s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. C'est un pas de plus vers un avenir meilleur où la société civile jouera un rôle clé dans notre prospérité commune. Eh bien, le conseil régional d'Ikil et la population d'Ikiloise expriment leur profonde gratitude envers l'USAID pour son soutien inestimable et son engagement indéfectible envers le développement de leur région. Tout d'abord, à vous souhaiter la bienvenue en cette occasion très spéciale, marquée par la visite de la représentante de l'USAID. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une cérémonie de grande importance, la remise officielle des matériels informatiques et mobilier au conseil régional de Dikil, généreusement octroyé par l'USAID à travers le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Nous sommes profondément reconnaissants à l'USAID pour son engagement envers le développement local et son soutien indéfectible aux régions. Ces matériels informatiques et mobiliers que nous recevons aujourd'hui sont des outils qui vont renforcer nos capacités et notre efficacité dans la gestion des affaires régionales. Ils sont également les symboles concrets de l'engagement continu de l'USAID envers le développement local et la promotion de la société civile. Ils témoignent de la confiance que l'USAID accorde aux régions, à leurs capacités et à leur vision pour un avenir meilleur. La présence de la représentante parmi nous aujourd'hui est un témoignage du partenariat solide qui lie l'USAID au conseil régional de Dikil. Cette cérémonie officielle de remise constitue une étape significative dans le renforcement de la collaboration USAID-collectivités locales. Nous remercions chaleureusement l'USAID pour sa confiance envers le conseil régional de Dikil et pour avoir choisi sa première visite à Dikil.
Et enfin, je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Eh bien, comme je vous le disais, ces matériels revêtent une importance capitale cruciale pour renforcer leur capacité à servir la communauté et à stimuler le progrès local. Réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise officielle des matériels et d'équipements bureautiques au Conseil régional de Dikil. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de l'engagement de la société civile dans le processus du développement local. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars jusqu'en 2025. Le Conseil régional de Dikil tient une place capitale et stratégique dans le rapprochement des services publics au sein de la communauté dikiloise et a su créer une réelle cohésion avec les représentants de la société civile djiboutienne. C'est cette volonté d'inclusion et cet esprit collaboratif qui émane des conseils régionaux à Djibouti qui a voulu soutenir l'USAID. Un fonds d'environ 25 millions et demi de francs djiboutiens a été alloué pour ces projets afin d'équiper les locaux des 5 conseils régionaux en matériel bureautique de qualité et de première nécessité. La création d'espaces de travail équipés, adaptés aux nouvelles technologies, rendra possible une meilleure collaboration et un soutien de qualité pour les associations. D'autres activités en appui aux conseils régionaux seront également mises en place sur les 2 prochaines années. On reste toujours dans le sud du pays où, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, eh bien, depuis quelques semaines, des vastes opérations de réhabilitation et nettoyage des établissements scolaires de la ville d'Ali Sébier sont entreprises. Selon le responsable régional du Manfob, tous ces travaux demeurent nécessaires afin d'accueillir les écoliers, les collégiens et les lycéens dans des salles de classe dans l'atmosphère agréable pour l'enseignement. Pour plus d'informations, d'après le calendrier rentrée scolaire 2023-2024, les écoles de base ouvriront leurs portes le dimanche 3 septembre et le mardi 5 septembre pour l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Toutes les préparatifs de cette rentrée sont mis en place par les différents acteurs éducatifs. Les établissements scolaires sont prêts pour une rentrée sereine. La direction du lycée Arrêt de la région a tenu sa première réunion de pré-rentrée hier matin, jeudi 31 août, essentiellement portée sur l'amélioration des enseignements et apprentissages pour une éducation de qualité et répondre aux attentes du ministère de l'Éducation nationale, mais également la présentation du nouveau enseignement, partage de tâches et des classes et d'autres divers programmes. Eh bien, ce fut l'occasion pour les enseignants et les responsables du lycée de se fixer les orientations du ministère pour cette nouvelle année scolaire. Aujourd'hui, 31 août 2023, nous avons accueilli au sein du lycée d'Ali Sébier les enseignants. C'était l'après-rentrée pour nous, le lycée d'Ali Sébier. Donc, les enseignants ont eu leurs emplois du temps. On leur fait part la lettre de la rentrée scolaire 23-22 du ministère. Donc, et les enseignants ont été bien accueillis. Cette année vient après une année 2022-23 qui a été une réussite donc, pour la région d'Ali Sébier et pour le lycée d'Ali Sébier, puisque le lycée d'Ali Sébier s'est classé premier au niveau de région et deuxième au niveau de la République. Nous remercions donc les autorités locales, que ce soit le préfet, le président du conseil régional, l'inspecteur régional donc, et le parent, le ministère, surtout, monsieur le ministre. Et nous avons des travaux de réhabilitation qui se déroulent en ce moment même dans l'enceinte du lycée d'Ali Sébier, que ce soit la peinture, la réhabilitation du mur. Je voudrais en dernier lieu souhaiter donc, la bienvenue et une très bonne année scolaire.
Eh bien, on reste toujours à Al-Sabia, comme je vous le disais, dans le cadre d'une initiative exemplaire visant à garantir la santé du bien-être et son personnel dévoué à l'hôpital régional. Se prépare à marquer un événement historique sous la direction éclairée de son directeur de l'hôpital sur le point de lancer une opération de vaccination contre l'hépatite B, s'alignant ainsi sur la feuille de route du ministère de la Santé. Cette initiative souligne l'engagement continu de l'hôpital régional envers la sécurité et la santé de son personnel. En mettant en œuvre la politique de la feuille de route du ministère de la Santé, l'hôpital démontre son rôle de leader dans la promotion de la santé au sein de son équipe médicale. L'opération de vaccination a eu lieu le mercredi 30 dans la salle de réunion de l'hôpital. Tous les membres du personnel du bloc opératoire de la maternité sont conviés à se rendre à cet événement crucial. La première dose des vaccins contre l'hépatite B est administrée lors de cet événement. Cette initiative n'est pas seulement un pas en avant pour la protection du personnel, mais aussi pour la sécurité des patients qui sont pris en charge au sein de ce service essentiel qui se rend cette opération de vaccination encore plus exceptionnelle, c'est qu'elle représente un jalon significatif dans le secteur de la santé. Étant la première structure publique à vacciner son personnel contre l'hépatite B, l'hôpital régional d'Ali-Sebien montre l'exemple à suivre pour d'autres établissements de santé à travers le pays. Cette démarche proactive souligne l'importance de la prévention et de la protection des professionnels de la santé contre les risques infectieux. Retour à Djibouti, où pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route, la police nationale a effectué hier une opération coup de poing sur toutes les artères de la capitale. Toutes les unités de la police nationale ont été déployées sur les différents axes routiers pour vérifier les différentes règles afférents au code de la route, telles que le port de la ceinture, sécurité, le port de casque pour les deux roues, les vitres teintées, les assurances et les vignettes, mais surtout les tests d'alcoolémie. En effet, il a été constaté que les principales causes d'accidents routiers sont en grande majorité causées par la conduite sous effet de stupéfiants. C'est dans ce sens que toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées hier soir jusqu'à très tôt dans la matinée d'hier, aujourd'hui, pour procéder à des contrôles. Eh bien, la police nationale rappelle aux automobilistes que le respect du code de la route peut sauver des vies. Aussi, il est à noter que ces opérations se poursuivront aussi longtemps que nécessaire afin de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route. Nous avons constaté une recrudescence des accidents dus au non-respect du code de la route. Dans ce sens, la police nationale a débuté de grandes opérations dans les artères de la capitale afin de lutter contre toute infraction engendrant des accidents, tels que le non-port de la ceinture de sécurité, le non-port des casques de protection, les vitres teintées et l'usage du téléphone au volant. Mais ce qui est le plus important, c'est l'usage de stupéfiants qui hausse le nombre des accidents et qui est de plus en plus fréquent. Dans ce sens, je voudrais informer aux usagers de la route de respecter le code de la route et de s'éloigner de toute infraction engendrant des accidents. Merci. Régional à présent, lors d'une conférence de presse tenue dans la ville d'Oussamereb, en Somalie, le vice-ministre somalien de la communication, M. Abdurrahman Youssouf, a expliqué les progrès réalisés dans la première phase de la guerre menée par les forces somaliennes contre les milices Al-Shabaab, en particulier dans la province de Galmudug, au centre du pays. M. Abdurrahman Youssouf a démonté le départ des troupes somaliennes d'un certain nombre des sites des zones libérées, soulignant que l'opération militaire se poursuivait comme prévu.
Le vice-ministre somalien de la communication a affirmé que les forces somaliennes soutenues par les citoyens poursuivent la guerre contre ces milices, en particulier dans la région de Galmudug et les zones de Hirshabelle. Les forces somaliennes font des progrès significatifs, a-t-il déclaré, presque quotidiennement dans le but d'éliminer Al-Shabaab. Ces différentes villes et zones, Abdulrahman Youssouf Al-Adah a également exprimé au nom du gouvernement somalien ses remerciements et sa gratitude aux membres des forces somaliennes qui font de leur mieux pour reprendre des zones encore occupées par les milices Al-Shabaab. Le vice-ministre somalien de l'information a enfin remercié le peuple et son pays pour son soutien à l'opération militaire et sa position permanente auprès des forces armées, soulignant que les milices Al-Shabaab sont maintenant à leur stade le plus faible depuis 20 ans. Il a rappelé que ces progrès remarquables ont été réalisés depuis le lancement de cette campagne militaire il y a près d'un an. Et dans l'actualité internationale, un train en Italie a heurté et tué 5 ouvriers qui effectuaient des travaux nocturnes de maintenance près de Turin. Le train qui acheminait des wagons vides sur la ligne Milan-Turin s'est déplacé à une vitesse de 160 km à l'heure lorsqu'il a heurté une équipe chargée de remplacer des éléments de la voie ferrée près de Brandizzo, selon les premiers éléments d'enquête. L'entreprise chargée de la gestion du réseau ferré italien a confirmé que ces 5 travailleurs d'un sous-traitant externe sont morts lorsqu'un train hors service commercial les a percutés peu avant minuit. Le corps des ouvriers âgés de 22 ans, 52 ans et 53 ans aurait été traîné par plusieurs centaines de mètres selon l'AGI, selon les médias italiens. Les 2 rescapés, dont le chef d'équipe, serait en état de choc mais physiquement indemne, de même que le conducteur du train. Son vice-premier ministre chargé des Transports, Matteo Salvini, a déploré une terrible tragédie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.